La plume frôlait le papier. De l'autre côté de la table polie, les mains du milliardaire tremblaient tellement que l'encre de sa signature vacillait, comme si son corps pressentait déjà l'effondrement imminent de sa vie. Son costume était impeccable, mais son visage, lui, était marqué par la souffrance. La sueur perlait à ses tempes. Sa gorge se serrait comme s'il avalait une pierre. Autour de lui, les avocats, raides et silencieux, fixaient le document de faillite comme s'il s'agissait du couvercle d'un cercueil qu'on attendait de refermer. Puis, à peine audible, une voix s'éleva, « Monsieur, veuillez ne pas signer cela. » Une serveuse se tenait au fond de la salle, un plateau à la main. Son uniforme était usé. Ses doigts étaient humides à force de faire la vaisselle, mais ses yeux étaient rivés sur les papiers, comme si elle venait de remarquer quelque chose que personne d'autre n'avait vu. L'avocat principal s'emporta. « C'est une réunion privée. Sortez. » Mais le milliardaire ne bougea pas. Il la fixa, mi-furieux, mi-désespéré, car pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un dans cette pièce semblait sûr de lui. La serveuse s'approcha, la voix tremblante mais ferme. « Il y a une erreur, » dit-elle en désignant une ligne. « Une grosse erreur. » La main du milliardaire se figea sur la ligne de signature, et dans ce silence, chacun comprit qu'une simple erreur pourrait lui faire tout perdre ou que la vérité allait éclater au grand jour. « Avant de vous raconter toute l'histoire, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore voir l'impact de cette chaîne, et si vous appréciez les histoires fortes et émouvantes, riches en leçons de vie, abonnez-vous pour ne rien manquer. » La salle de réunion, perchée au-dessus des baies vitrées de la ville, s'étendait du sol au plafond. Dehors, la silhouette de Lagos scintillait sous le soleil de l'après-midi. Routes animées, klaxons, piétons pressés. La vie continuait. Mais dans cette pièce, le temps s'était figé, s'étirant à une vitesse insoutenable. L'homme assis au centre de la table était Daniel Adebayo. Pendant 25 ans, son nom avait été synonyme de force, de puissance et de maîtrise. Daniel Adebayo était le fondateur d'Adebayo Global Logistics, une entreprise qui, jadis, transportait des marchandises à travers l'Afrique de l'Ouest avec la même fluidité que le sang dans les veines. Port, entrepôt, flotte de camions, il avait tout bâti à partir de rien. Pas un héritage. Pas des relations familiales. Juste de la ténacité, des nuits blanches et un refus obstiné d'échouer. Mais à présent, cette même entreprise qui avait fait de lui un symbole de réussite le saignait à blanc. Daniel se laissa aller dans son fauteuil et ferma les yeux un instant. Il entendait encore les voix des derniers mois. « Votre ligne de crédit est gelée. Nous nous retirons du partenariat. Les taux d'intérêt ont changé. » Chaque phrase avait résonné comme un coup de poing en plein cœur. De l'autre côté de la table, 3 avocats en costume sombre étaient assis. Leur visage était professionnel et impassible, mais même eux ne pouvaient dissimuler entièrement la tension. La faillite n'a jamais été une victoire, même lorsqu'elle était stratégique. L'avocat principal s'éclaircit légèrement la gorge. « Monsieur Adebayo, dès que vous aurez signé, nous déposerons la demande immédiatement. Cela vous protège contre d'autres réclamations. Cela vous protège. » Daniel a failli rire. Quelle protection y avait-il à admettre sa défaite? Il jeta un nouveau coup d'œil au document. Page après page, un jargon juridique réduisait le travail de toute une vie à des chiffres, des clauses et des conséquences. Des biens à saisir. Actions à liquider. Biens à restructurer. Un euphémisme pour dire « prix ». Ses yeux le brûlaient. Il pensa à son père, un docker décédé, qui rentrait à la maison imprégné d'huile et d'eau salée. Un homme mort en croyant que son fils ne se soumettrait jamais à personne. Il pensa à sa mère qui vendait des légumes au soleil pour qu'il puisse aller à l'école. Si seulement il pouvait me voir maintenant, pensa Daniel avec amertume, assis là, signant tous les documents nécessaires. La pièce paraissait étouffante, trop silencieuse. Son regard se porta presque par hasard sur un coin de la pièce. La serveuse avait disparu. Elle avait été escortée dehors quelques instants plus tôt, ses paroles balayées d'un revers de main. Pourtant, sa voix résonnait encore dans sa tête. Il y a une erreur. Daniel rouvrit les yeux et fixa la ligne qu'elle lui avait montrée du doigt avant qu'il ne l'emmène. Article 14b. À première vue, cela semblait inoffensif. Une consolidation de dette classique. Il en avait déjà vu des versions similaires à maintes reprises. Mais la façon dont elle avait évoqué une grosse opération le perturbait profondément. Daniel se pencha en avant. « Pause », dit-il doucement. Les avocats levèrent les yeux, surpris. « Monsieur », demanda l'un d'eux, « je veux que cette clause soit réexaminée », dit Daniel en tapotant la page. Celle concernant la consolidation de la dette liée à l'acquisition d'Eastern Port. L'avocat principal hésita. « On a déjà abordé ce sujet. C'est infaillible.
La mâchoire de Daniel se crispa. Puis, reprenez-le. Un bref silence s'ensuivit. L'avocat hocha la tête et se tourna vers son assistant. Récupérer les documents d'acquisition originaux. Pendant qu'il travaillait, les pensées de Daniel dérivaient non pas vers l'argent, mais vers la façon dont il en était arrivé là. Ce n'était pas arrivé du jour au lendemain. 3 ans auparavant, Adebayo Global s'était développé de manière agressive. Nouvelle route, nouveau port, contrat plus important. À l'époque, son ambition était saluée de tous. Mais cette ambition avait un revers. Un retard de livraison par-ci, une fluctuation monétaire par-là. Un partenaire local corrompu qui a disparu avec les fonds destinés à l'achat de matériel. Une petite fissure après l'autre. Puis vint le ralentissement économique mondial. Soudain, les banques ne le qualifiaient plus de visionnaire. On le considérait comme un pari risqué. Daniel avait des conseillers de confiance, des rapports fiables, des gens de confiance qui souriaient en réunion et disparaissaient dès que les choses tournaient mal. Désormais, il ne restait plus que les avocats. L'un d'eux fronça les sourcils. « C'est étrange », murmura-t-il. Le cœur de Daniel se mit à battre plus fort. À la question sèche de Daniel, l'avocat ne répondit pas immédiatement. Il tourna les pages, parcourut des chiffres du regard, puis se pencha de plus près sur le document. La dette d'Eastern Port. Il est indiqué ici que le transfert à Adebayo Global est intégral, a-t-il déclaré lentement. Mais selon l'accord d'acquisition, il s'est arrêté. Seuls 60% devaient être transférés. Les 40% restants sont restés au sein de la société holding d'origine pendant 5 ans. Daniel en resta bouche bée. 5 ans. Et depuis combien de temps ? Demanda Daniel. L'avocat déglutit. 4 ans et 8 mois. La pièce changea, pas de façon spectaculaire, pas bruyamment. Mais quelque chose se déplaça, comme l'air qui remplit à nouveau des poumons qu'on avait retenus trop longtemps. Cela signifie, dit Daniel avec précaution. Cette partie de la dette ne devrait pas encore être prise en compte légalement. Oui, l'avocat l'a admis. Si cela est exact, votre dette totale a été surévaluée. Daniel fixa les chiffres exagérés. Le mot résonna. Il sentit d'abord la colère monter en lui, vive et aiguë, puis la confusion. Puis quelque chose de bien plus dangereux. Espoir. Il repoussa sa chaise et se « retrouve-la », dit-il. Les avocats clignèrent des yeux. Monsieur, répéta Daniel, la serveuse. Celle qui avait pris la parole. Je veux qu'elle revienne ici. Un avocat semblait mal à l'aise. Avec tout le respect que je lui dois. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, intervint Daniel d'une voix ferme, elle a vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Cette vérité pesait lourdement sur la pièce. Dehors, la ville continuait de tourner. À l'intérieur, un homme qui était entré prêt à se rendre sentit soudain le sol se dérober sous ses pieds. Dans un couloir de service exigu, au rez-de-chaussée, où flottait une odeur de savon et de vieux carrelage, la serveuse se changeait. Elle s'appelait Amara Okwa, et elle était loin de se douter que sa vie et celle de Daniel Adebayo allaient se croiser d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Amara. Okwa plia lentement et soigneusement son uniforme délavé, comme si le tissu fin risquait de se déchirer au moindre mouvement. Le vestiaire du personnel, petit et sans fenêtre, était niché derrière la cuisine du café, comme une simple annexe. Une ampoule vacillante bourdonnait au plafond. L'air était imprégné d'une odeur de savon et de corps fatigués. 2 casiers métalliques étaient ouverts, leur peinture écaillée par des années d'utilisation. Amara rangea son uniforme dans son casier et le referma d'un clic discret. C'est alors seulement que ses mains se mirent à trembler. Elle joignit les paumes, inspirant par le nez et expirant par la bouche, comme sa mère le lui apprenait lorsque la panique la gagnait. « Tu as fait ce que tu pensais être juste », se dit-elle. Cela devrait suffire. Mais le doute s'insinua tout de même dans son échine. Qui était-elle pour interrompre des hommes en costume ? Qui était-elle pour pointer du doigt des papiers valant plus d'argent qu'elle n'en gagnerait de toute sa vie ? Elle s'appuya contre le casier métallique froid et ferma les yeux. Son esprit ne se porta pas sur la salle de réunion à l'étage, mais bien loin de là. Sur une autre vie. Sur une autre version d'elle-même. Il y a des années, Amara était étudiante. Non pas une rêveuse, la tête dans les nuages, mais une étudiante pragmatique. Les chiffres avaient un sens pour elle. Bilan, colonne, logique. Là où d'autres voyaient de la confusion, elle percevait des schémas. Elle avait grandi dans un quartier modeste en périphérie de la ville. Son père était chauffeur de bus et croyait profondément en l'éducation. Chaque soir, malgré sa fatigue, il s'asseyait avec elle à table pendant qu'elle étudiait. Les chiffres ne mentent pas, disait-il souvent. Si tu apprends à les comprendre, ils te protégeront.
Amara l'avait cru. Elle avait étudié la comptabilité dans un institut polytechnique local. Rien d'extraordinaire. Pas un nom célèbre. Mais elle était bonne. Très bien. Les professeurs l'ont remarqué. L'un d'eux lui a même dit un jour, en souriant, « Vous avez l'œil. Ne la perds pas. » Puis la vie a suivi son cours. Son père est tombé malade subitement. Les factures d'hôpital s'accumulaient plus vite que les chiffres dans ses manuels scolaires. Sa mère essayait de tenir le coup, mais le chagrin et le stress l'ont anéanti. Amara a abandonné ses études en 2e année. Juste temporairement, se dit-elle. Juste le temps que les choses se stabilisent. Mais elles ne se sont jamais stabilisées. Un emploi en entraînant un autre. Vendeur. Agent d'entretien. Serveuse. Serveuse. À chaque fois, elle se disait que ce n'était que temporaire. Pourtant, elle n'avait jamais perdu le réflexe d'observer. Elle remarquait les prix. Les reçus. Elle remarquait les contrats laissés par les clients sur les tables. Elle s'en apercevait quand les numéros ne correspondaient pas. Quand elle sentait que quelque chose clochait. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de l'instinct. C'est cet instinct qui l'avait retenue à l'étage. Lorsqu'elle avait posé le plateau à café, elle n'avait pas l'intention de regarder les documents. Mais les pages étaient étalées à hauteur de ses yeux. Une ligne attira immédiatement son attention. Non pas parce qu'il était en gras. Non pas parce qu'il était souligné. Mais parce qu'il ne convenait pas. Son cœur s'était emballé à la lecture du texte. Elle se pencha, feignant d'essuyer la table, jetant un coup d'œil rapide pour confirmer ses soupçons. Ce n'est pas normal, pensa-t-elle. Ce n'est pas possible. Au début, elle a essayé de l'ignorer. Ce n'était pas son affaire. Elle n'était que serveuse. Mais alors qu'elle s'éloignait, la voix de son père résonna dans sa tête, les chiffres ne mentent pas, elle avait fait demi-tour. Seule dans la cabine d'essayage, Amara se demandait si elle venait de gâcher son travail. Le café payait peu, mais au moins, les revenus étaient réguliers. Son petit frère dépendait de cet argent. Les frais de scolarité n'attendaient pas qu'elle ait du courage. Elle déglutit difficilement. On frappa soudain à la porte métallique. Amara sursauta. Amara, appela une voix. Son manager. Sa poitrine se serra. C'était le moment, pensa-t-elle. Les conséquences. Elle ouvrit lentement la porte. Le directeur se tenait là, les yeux écarquillés. Non pas en colère, mais perplexe. Et derrière lui se tenait un homme en costume sombre. Un homme qui m'était très familier. Amara en eut le souffle coupé. Daniel Adebayo. De près, il ne ressemblait pas au puissant milliardaire qu'elle avait vu dans les magazines. Il paraissait fatigué, plus âgé. Son regard était lourd, comme celui de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. Le gérant s'éclaircit la gorge, nerveux. Monsieur Adebayo a demandé à vous voir. La bouche d'Amara s'assécha. Elle hocha la tête et les suivit dans l'étroit couloir, chaque pas plus lourd que le précédent. Ils retournèrent dans une salle de conférence plus petite, moins formelle que celle du haut. Pas de parois vitrées, pas de vue sur la ville. Juste une table, quelques chaises et le silence. Daniel lui fit signe de s'asseoir. Elle resta debout. « Je suis désolée si j'ai dépassé les bornes », dit rapidement Amara. « Je n'essayais pas de… »« Assieds-toi », dit doucement Daniel. Ce n'était pas un ordre, mais une suggestion. Elle hésita, puis s'assit. Il la regarda un instant, sans rien dire. « Pourquoi as-tu dit qu'il y avait une erreur ?» demanda-t-il. Amara prit une inspiration. « Parce que oui », répondit-elle doucement. « Du moins, je le crois. » Les avocats n'étaient plus là, il n'y avait plus qu'elles deux. Daniel se pencha en avant. « Explique-moi, avec tes propres mots. » Les doigts d'Amara se crispèrent. « J'ai fait des études de comptabilité, » commença-t-elle. Pas un cursus complet, mais suffisamment pour savoir comment les passifs sont structurés lors d'acquisition. Elle marqua une pause, observant sa réaction. Il acquiesça. « Continuez. Quand j'ai vu cette clause, » poursuivit-elle. Le document mentionnait la totalité de la dette, comme si elle avait été transférée immédiatement. Or, les acquisitions de ce type impliquent généralement un échelonnement des dettes, surtout en cas de propriété partagée. Je m'en souviens car j'ai moi-même commis cette erreur en cours. Daniel haussa légèrement les sourcils. Tu te souviens d'un exemple vu en cours ? Oui, répondit Amara. Parce que mon professeur m'a mis un 0 à cause de ça. Il a dit que c'était le genre d'erreur qui ruine les entreprises. Un silence pesant s'installa. Daniel se laissa aller lentement en arrière. Tu n'as pas fait ça pour l'argent, dit-il point et va. Ce n'était pas une question. Amara secoua la tête.
Non, monsieur. Alors pourquoi, se demanda-t-elle un instant? Parce que si quelqu'un avait dit la vérité à mon père lorsqu'il a signé son dernier prêt, les choses auraient peut-être été différentes. La gorge de Daniel se serra. Il hocha la tête d'un air sec. Vous m'avez évité de signer ce papier aujourd'hui, dit-il. Tu te rends compte qu'Amara a écarquillé les yeux? Je n'ai fait que souligner un point. Tu as fait bien plus que ça, dit Daniel d'une voix douce. Tu as pris la parole alors que tout le monde restait tranquille. Il se leva. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, poursuivit-il. Mais je sais une chose. Les gens comme toi ne sont pas faits pour faire la vaisselle toute leur vie. Amara sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Pas de l'excitation. La peur. Car l'espoir, elle l'avait appris, pouvait être dangereux. Daniel se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Une dernière chose, dit-il en se retournant. Si les choses se passent comme je le pense, seriez-vous disposé à nous aider à examiner le reste? Amara déglutit. Oui, répondit-elle. Non pas par confiance en elle, mais parce que, pour la première fois depuis des années, on la voyait non comme une serveuse, mais comme un esprit. Et c'était une porte qu'elle n'était pas prête à refermer. Le lendemain matin, le ciel était d'un argent terne. Amara Okwa se tenait devant la tour de verre qui abritait Adebayo Global Logistique, les paumes humides malgré la fraîcheur ambiante. Elle ne s'était jamais approchée d'aussi près d'un siège social, ni comme employée, ni même comme visiteuse. L'édifice se dressait au-dessus d'elle comme un défi, ses lignes acérées et ses vitres réfléchissantes reflétant un monde qu'elle avait toujours observé de l'extérieur. Elle vérifia de nouveau le message sur son téléphone. 8h30, salle de conférence C. Monsieur Adebayo sera présent. Elle sentit son estomac se nouer. Une partie d'elle se demandait encore si c'était une erreur. Peut-être que les avocats se moqueraient d'elle. Peut-être qu'elle comprendrait finalement quelque chose de mal interprété. Peut-être que son courage d'hier paraîtrait bien futile à la lumière crue du matin. Elle prit une inspiration et entra. Le hall était silencieux. La sécurité vérifia son nom sur une liste et la fit monter. Au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent, Amara aperçut son reflet dans le mur de miroir. Robe simple, chaussures plates, cheveux soigneusement tirés en arrière. Elle paraissait calme. À l'intérieur, son cœur battait la chamade. La salle de conférence s'était déjà occupée à son arrivée. Daniel Adebayo se tenait près de la fenêtre, veste en cuir, manches retroussées. Il paraissait différent aujourd'hui, moins abattu, toujours tendu mais alerte, comme un homme à qui l'on avait donné une raison de rester éveillé. Autour de la table étaient assis 2 avocats et un analyste financier, tous avec leurs ordinateurs portables ouverts et des piles de documents. Leurs regards se tournèrent vers Amara qui entrait, la curiosité mêlée d'un scepticisme à peine dissimulé. Daniel se retourna. « Bien, te voilà. » Il désigna une place vide à côté de lui. Pas au bout de la table. À côté de lui, remarqua l'assistance. Amara hésita, puis s'assit à l'endroit indiqué. Daniel ne perdit pas de temps. « On passe tout en revue, » dit-il en tapotant la pile de documents, chaque acquisition, chaque passif, chaque clause. Et elle, dit-il en désignant Amara d'un signe de tête, parlera librement. Un des avocats se redressa, mal à l'aise. Monsieur. Avec tout mon respect. Avec tout mon respect, intervint calmement Daniel. J'avais déjà renié le respect et j'ai failli tout perdre. Un silence s'ensuivit. Daniel se tourna vers Amara. Commencez par ce que vous avez vu. Amara ouvrit le dossier posé devant elle. Ses doigts se stabilisèrent tandis qu'elle parcourait la page du regard. Chiffres, dates, conditions. Cette acquisition, commença-t-elle en pointant du doigt, était structurée avec un mécanisme de responsabilité différé car l'autorité portuaire conservait un contrôle opérationnel partiel. Cela signifie généralement qu'elle s'est arrêtée. L'analyste se pencha en avant. Cela signifie généralement une exposition partagée. Oui. Amara acquiesça. Exactement. Mais ici, la dette est consolidée comme immédiate et totale. Cela augmente artificiellement la responsabilité de l'entreprise sur le papier. Elle a tourné une page. Et cette clause fait référence à un avenant qui n'a jamais été contresigné. L'avocat fronça les sourcils. Cet amendement était implicite. L'implicite ne résiste pas à l'épreuve des tribunaux. Amara répondit calmement. Surtout pas avec les organismes publics. Les doigts de l'analyste parcoururent son clavier à toute vitesse. Daniel observait attentivement. Non pas les documents, mais Amara. Elle ne faisait pas de suppositions. Elle ne faisait pas semblant. Elle voyait. Les minutes s'étirèrent en 1 heure. Puis 2. Clause après clause.
Accord après accord. Et à chaque fois, le schéma se précisait. Quelqu'un, par négligence ou intentionnellement, avait regroupé les responsabilités, brossant un tableau bien plus sombre que la réalité. L'analyste finit par prendre du recul. Si nous les séparons correctement, votre ratio de solvabilité change complètement. Daniel expira lentement. Pour la première fois depuis des mois, il prononça ce mot sans y voir une plaisanterie. L'un des avocats se frotta le front. Cela ne se contente pas d'empêcher la faillite, admit-il. Cela nous donne un levier. Le pouvoir de négociation. Daniel regarda Amara. Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Elle secoua la tête. J'ai simplement organisé ce qui existait déjà. C'est précisément cela, le leadership, dit Daniel d'une voix douce. La réunion se termina en fin d'après-midi. Tandis que les autres sortaient, Daniel demanda à Amara de rester. La porte fermée, la pièce parut plus calme. Plus humaine. Tu aurais pu partir hier, dit Daniel. La plupart des gens l'auraient fait. Amara esquissa un sourire. La plupart des gens ne perçoivent pas les chiffres comme moi. Daniel l'observa un instant. Combien gagnez-vous au café? Demanda-t-il. Amara se raidit. Monsieur, je ne suis pas venu ici pour. Dit Daniel rapidement. Je ne fais pas l'aumône. Il marqua une pause. Je vous offre une opportunité. Il fit glisser un document sur la table. Contrat de consultant temporaire. Rémunération équitable. Horaire flexible. L'entraînement était inclus. Amara le fixa du regard. C'est plus que je n'ai jamais. Elle s'interrompit. Daniel se laissa aller en arrière. Je ne vous insulterai pas en prétendant que c'est de la générosité. C'est de l'intérêt personnel. J'ai besoin de gens qui disent la vérité. De gens qui remarquent. Amara déglutit. Et si je fais une erreur? Demanda-t-elle. Daniel sourit, non pas le sourire étincelant d'un milliardaire, mais un sourire fatigué et sincère. Alors on la corrige. Comme une adulte, elle a signé. Non pas parce qu'elle se sentait en sécurité, mais parce que, pour la première fois, cela lui semblait juste. En quittant le bâtiment plus tard dans la journée, la ville lui paraissait différente. Pas plus doux, pas plus facile, mais possible. Et bien au-dessus des rues, dans un bureau rempli de chiffres recalculés et de rapports de force fluctuants, Daniel Adebayo se tenait seul près de la fenêtre. Il ne pensait pas à l'argent. Il pensait à quel point il avait failli faire confiance aux mauvaises personnes, et comment une femme en uniforme de serveuse l'avait sauvé simplement en refusant de se taire. La guerre n'était pas finie. Mais pour la première fois depuis longtemps, Daniel ne combattait plus à l'aveuglette. Au bout de 3 jours, le bâtiment n'intimidait plus Amara. Il l'impressionnait encore. Les sols impeccables. Cette efficacité discrète. Cette façon qu'avaient les gens de se déplacer avec détermination. Mais cela ne la faisait plus se sentir toute petite. Elle entra chez Adebayo Global Logistique, les épaules plus droites. Ses pas étaient plus assurés, même si son cœur battait encore un peu plus vite que d'habitude. La nouvelle s'était répandue. Pas bruyamment. Pas officiellement. Mais dans des bureaux comme celui-ci, l'information circulait plus vite que les notes de service. Les gens chuchotaient à propos de la serveuse. Certains étaient curieux, d'autres amusés. Certains étaient irrités. D'autres avaient peur. Amara sentait leur regard peser sur elle tandis qu'elle traversait les couloirs, serrant son dossier contre sa poitrine. Elle s'était promis de ne pas se retourner, de ne pas excuser sa posture. La salle de conférence était devenue son refuge. Ce matin-là, la tension était palpable avant même qu'elle ne s'assoie. Daniel Adebayo, debout en bout de table, consultait un rapport sur sa tablette. En face de lui était assis Victor Mensa, le directeur financier de l'entreprise. Un homme de grande taille, aux pommettes saillantes et à l'expression calme et impénétrable. Victor travaillait pour l'entreprise depuis plus de 10 ans. Un homme de confiance. Respecté. Intouchable. Jusqu'à présent. Il faut qu'on parle des pertes du corridor sud, dit Daniel sans lever les yeux. Victor acquiesça d'un signe de tête. On les a déjà prises en compte dans la proposition de restructuration. Amara jeta un coup d'œil au document devant elle. Quelque chose clochait. Daniel leva les yeux. Il a expliqué comment Victor s'est retrouvé les bras croisés. En les consolidant sous une dette à long terme, il simplifie la situation pour les créanciers. Pour qui Daniel a posé la question? Demanda-t-il. Pour tout le monde, répondit Victor d'un ton égal. Amara s'éclaircit la gorge. Le son résonnait fort dans la pièce. Daniel se tourna vers elle. Vas-y. Le regard de Victor se porta brièvement sur elle. Un bref instant d'évaluation.
Amara a pesé ses mots. Les pertes du corridor sud sont comptabilisées comme des pertes opérationnelles, a-t-elle déclaré, mais elles sont en réalité liées à un arrêt réglementaire ponctuel. Il s'agit donc de dépenses exceptionnelles, et non récurrentes. Victor esquissa un sourire. Avec tout le respect que je vous dois, c'est une interprétation. Non, répondit Amara. C'est ainsi que le règlement est rédigé. Elle a fait glisser une page sur la table. Victor ne l'a pas prise. Vous êtes nouvelle ici, dit-il calmement, et j'admire votre enthousiasme. Mais la finance d'entreprise n'est pas aussi simple que dans les manuels. Amara sentit la chaleur lui monter aux joues. Daniel l'avait remarqué. C'est aussi simple que ça quand quelqu'un essaie de dissimuler quelque chose, dit-il doucement. Victor finit par le regarder. Tu insinues quelque chose ? Demanda Victor. Daniel soutint son regard. Je suggère la transparence. L'air s'épaissit. Victor ramassa le papier qu'Amara lui avait tendu et le parcourut du regard. Sa mâchoire se crispa presque imperceptiblement. Cette classification a déjà été approuvée, dit-il. Par vous, répondit Daniel. Un silence de plomb s'abattit. Amara retint son souffle. Victor rajusta sa cravate. Vous mettez en doute mon intégrité ? Je remets en question vos chiffres, dit Daniel, et ces derniers temps, ils sont erronés. Victor se leva. Si c'est une question de faire davantage confiance à des personnes extérieures qu'à ses propres dirigeants, alors j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, l'interrompit Daniel. Le visage de Victor se durcit. Je ne vais pas me laisser faire, dit-il, surtout pas par quelqu'un qui servait le café la semaine dernière. Ces mots l'ont blessé. Amara les a ressentis non seulement comme une attaque personnelle, mais aussi comme une blessure plus profonde. Chaque soir, elle passait ses nuits à étudier avant d'abandonner. Chaque entretien d'embauche se terminait mal, son CV ne parvenant pas à convaincre. Avant même qu'elle puisse dire un mot, Daniel prenait la parole. Elle est là parce qu'elle voit ce que vous ne voyez pas, dit-il, ou ce que vous avez choisi d'ignorer. Victor ricana. C'est ridicule. Il prit sa tablette et se tourna vers la porte. Si vous partez, dit calmement Daniel, considérez cela comme une démission. Victor s'arrêta. Un instant, Amara pensa qu'il allait faire demi-tour, argumenter, se battre. Au lieu de cela, il esquissa un sourire froid et crispé. Tu vas le regretter, dit Victor. Puis il partit. La porte se referma doucement derrière lui. Amara expira difficilement. Daniel s'assit. Ça va ? Demanda-t-il. Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblaient. Je n'ai pas voulu causer de problème. Tu n'as rien causé, dit Daniel fermement. Tu l'as révélé. Il se laissa aller en arrière, fixant le plafond. Pendant des années, j'ai cru que la loyauté signifiait le silence, poursuivit-il. En réalité, le silence a failli tout détruire. Les jours qui suivirent furent terribles. Le départ de Victor provoqua une onde de choc dans l'entreprise. Des audits furent lancés. Les comptes ont été gelés. Des dossiers longtemps négligés ont été rouverts. Ce qu'ils ont découvert était pire que ce que Daniel avait craint. Dettes mal classées, pertes exagérées, retards stratégiques ayant profité à certains partenaires au détriment de l'entreprise. Pas de quoi parler de vol pur et simple, mais suffisamment pour parler de manipulation. La presse n'était pas encore au courant. Le conseil d'administration l'ignorait encore. Mais il le saurait bientôt. Amara travaillait tard dans la nuit, les yeux brûlants d'acuité mentale. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'école, elle se sentait pleinement éveillée. Pourtant, le doute s'insinuait encore lorsqu'elle était seule. Elle se demandait si Victor avait raison, si elle n'avait pas sa place ici, si ce monde finirait par l'engloutir tout entière. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, Daniel s'arrêta à son bureau. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-il. Elle esquissa un faible sourire. « Je me suis fait un ennemi. » Daniel acquiesça. « C'est comme ça qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. » Elle hésita. « Et si tout s'écroulait ?» Daniel jeta un coup d'œil autour de lui, observant les employés qui travaillaient tard sur les piles de prévisions recalculées. « Alors, nous nous écroulerons, tout simplement, » dit-il, sans faire semblant que tout allait bien. Amara hocha lentement la tête. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient une à une. Et quelque part dans l'ombre, Victor Mensa observait ses anciens compagnons à distance, le visage impassible. Cette histoire n'était plus une histoire de faillite. Elle était une histoire de vérité, et la vérité, une fois dévoilée, ne cesse jamais de se répandre. La tempête n'est pas arrivée avec le tonnerre. L'information s'est répandue discrètement, par le biais de courriels confidentiels, d'appels téléphoniques trop courts,
et de demandes d'éclaircissements urgentes formulées soudainement par les membres du conseil d'administration. À la fin de la semaine, Daniel Adebayo avait une certitude. Victor Mensah n'était pas parti de son plein gré. Il était parti à la guerre. Daniel, debout dans son bureau, contemplait la ville en contrebas. La circulation, interminable et indifférente, serpentait comme des veines sous la peau. Il tenait à la main un courriel imprimé provenant d'un des plus anciens créanciers de l'entreprise. Nous revoyons notre position. Des inquiétudes ont été soulevées quant à une instabilité interne. Instabilité intérieure. Daniel expira lentement. De l'autre côté de la pièce, Amara, assise à la table de conférence, triait soigneusement des documents en pile. Elle paraissait calme et concentrée, mais Daniel percevait la tension dans ses épaules. « On leur raconte des demi-vérités », dit Daniel. Victor leur dit que j'ai perdu le contrôle. Amara ne leva pas les yeux. Il leur raconte ce qui les effraie le plus. Daniel se retourna. C'est l'incertitude, a-t-elle répondu. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Et en ce moment, ils ne comprennent pas pourquoi les chiffres ont soudainement changé. Daniel se frotta la tempe. Il présente la transparence comme du chaos. Oui, dit Amara, car le chaos pousse les gens à se réfugier dans des mensonges familiers. Un silence s'installa entre eux. Daniel l'observa. Tu y as déjà pensé, dit-il. Amara marqua une pause, puis hocha la tête. Quand mon père était malade, l'hôpital n'arrêtait pas de modifier nos factures. À chaque fois qu'on posait des questions, on nous disait de ne pas nous inquiéter, qu'il s'en occupait. Elle croisa le regard de Daniel. Il n'était pas là. Daniel sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Victor compte sur ta lassitude, dit-il, sur ta résignation. Amara secoua la tête. Je suis déjà fatiguée depuis des années. Cet après-midi-là, la réunion du conseil d'administration fut convoquée. Sans délai, sans temps de préparation, juste la pression. La salle de réunion était plus grande que la salle de conférence C, avec une longue table polie et des chaises à haut dossier. Des portraits d'anciens dirigeants ornaient les murs, tels des juges silencieux. Daniel était assis à la tête de la salle. Amara était assise 2 sièges plus loin. Elle sentit immédiatement tous les regards posés sur elle. Certains curieux, d'autres hostiles, d'autres encore méprisants. Un membre du conseil d'administration s'éclaircit la gorge. « Daniel, nous avons reçu des informations inquiétantes. » Daniel acquiesça. « Je m'en doutais. Votre directeur financier a démissionné brutalement, a ajouté une autre source. Vos états financiers sont en cours de retraitement. Les créanciers sont inquiets. » Un troisième se pencha en avant. Et maintenant, on nous dit qu'un consultant junior, jetant un coup d'œil à Amara, influence des décisions importantes. Amara sentit son estomac se nouer. La voix de Daniel était assurée. Elle n'est pas junior, elle est précise. Un murmure parcourut la pièce. Cette entreprise a toujours misé sur l'expérience, déclara froidement une femme au fond de la salle. Pas sur l'improvisation. Amara déglutit. Daniel se tourna légèrement vers elle. Montre-leur. Amara se leva. Ses jambes flageolaient au premier pas. Le deuxième fut plus facile. Au troisième, elle se sentait en équilibre. Elle connecta son ordinateur portable à l'écran. « Je ne vous retiendrai pas longtemps », commença-t-elle. « Je vais simplement vous montrer ce qui était pourtant évident. » Elle leur a expliqué la situation lentement, sans arrogance ni colère, avec clarté. Elle a expliqué comment les responsabilités avaient été regroupées, comment le calendrier avait été faussé, comment la peur avait été instrumentalisée. Elle a montré des projections avant et après les corrections. Le silence se fit dans la pièce, un silence non pas sceptique, mais pensif. Un homme ajusta ses lunettes. « Si c'est exact, alors oui, » dit doucement Amara. « Et cela n'aggrave pas la situation, cela la rend plus honnête. » La femme qui avait parlé plus tôt observa l'écran. Pourquoi cela n'avait-il pas été signalé avant que Daniel ne réponde, avant qu'Amara ne puisse le faire? Parce que cela arrangeait quelqu'un. Le nom de Victor Mensah n'a jamais été prononcé. Ce n'était pas nécessaire. À la fin de la réunion, le conseil d'administration n'a pas applaudi. Ils n'ont pas fêté ça. Ils ont approuvé un audit indépendant. C'était la décision la plus risquée et la plus porteuse d'espoir qu'ils pouvaient prendre. Ce soir-là, Amara était assise seule dans un bus qui la ramenait chez elle. La ville défilait par la fenêtre. Les enseignes lumineuses se fondaient en traînées de lumière. Son téléphone vibra, un message de son petit frère. « Il s'est passé quelque chose de bien aujourd'hui? Tu as l'air différente. » Elle sourit doucement et répondit « Oui, quelque chose de sincère. » Mais l'honnêteté avait un prix.
Le lendemain matin, Amara arriva au bureau et constata que les chuchotements étaient plus incisifs que jamais. Quelqu'un avait divulgué des informations sur son passé, pas officiellement, pas publiquement, mais suffisamment. Elle l'a entendu dans le couloir. Elle n'a même pas fini ses études. Elle fait semblant. Elle est complètement dépassée. Amara continuait de marcher, mais les mots la poursuivaient comme des ombres. À midi, un courriel anonyme circulait en interne. L'entreprise est-elle vraiment dirigée par une ancienne serveuse? Daniel lut le document 2 fois, puis le transmit à Amara avec un mot: « Retrouve-moi à mon bureau ». Elle arriva discrètement. Daniel était debout quand elle est entrée. « J'aurais dû m'en douter », a-t-il dit. « Je suis désolé. » Amara secoua la tête. « Je savais que ce ne serait pas facile. » Daniel l'observa. « Vous voulez que j'arrête tout? Une seule annonce et c'est fini. » Elle y réfléchit, à toutes ces fois où quelqu'un d'autre avait parlé à sa place. « Non, dit-elle, qu'il regarde. » Daniel haussa un sourcil. « S'ils doivent me juger, poursuivit Amara, qu'ils me jugent sur mes actes, pas sur mes origines. » Daniel sourit. « C'est la réponse la plus convaincante que j'ai entendue de toute la semaine. » Ce soir-là, Victor Mensa rencontra un ancien associé dans un restaurant à l'ambiance tamisée, de l'autre côté de la ville. Il surveille tout ce que Victor a dit. L'irritation perce dans sa voix. Il se croit courageux. L'associé eut un sourire narquois. Les audits prennent du temps. Victor acquiesça, et le temps engendre le doute. Il prit une gorgée de sa boisson. « Il me suffit d'une seule erreur, dit-il. D'une seule fissure. » De retour chez Atabayo. Global. Amara fixait son écran longtemps après que la plupart des employés soient rentrés chez eux. Elle ne pensait pas à Victor. Elle pensait à autre chose qu'elle avait remarqué. Quelque chose de petit, d'enfoui, et qui n'avait pas encore de nom. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Tout comme le stylo de Daniel avait jadis plané au-dessus des papiers de faillite. Et une fois de plus, tout dépendait de sa décision de parler ou non. Amara ne ferma pas l'œil de la nuit. Le plafond de sa petite chambre semblait vibrer au rythme de ses pensées. Allongée sur son mince matelas, son téléphone, qui brillait dans sa main. Elle repassait en revue les captures d'écran qu'elle avait prises plus tôt. Tableau de chiffres. Horodatage. Notes de registre. La plupart des gens ne le remarqueraient même pas. Mais elle l'a remarqué. Ce qui la tenait éveillée, ce n'était pas la peur. C'était une reconnaissance. Elle avait déjà vu ce schéma. Des années auparavant, alors qu'elle aidait une amie à rapprocher les comptes d'une petite coopérative de transport, elle était tombée sur des transactions similaires qui, prises individuellement, n'étaient pas illégales, mais qui, mises bout à bout, révélaient une toute autre histoire. Délai. Décalage. Masque. C'était le rythme. À présent, elle le revoyait. À 4h17, Amara se redressa et murmura « Te voilà ». C'était subtil. Dissimulé sous une série de transferts interentreprises liés à des contrats de maintenance. Des contrats qui n'ont jamais abouti à aucune maintenance. L'argent circulait en rond. Des dépenses apparaissaient et disparaissaient. Des pertes étaient signalées alors qu'il n'y en avait pas. À l'aube, ses yeux la brûlaient et sa tête la faisait souffrir. Mais elle était certaine d'une chose, Victor Mensa n'avait pas seulement manipulé des chiffres. Il avait mis en place un système. À 7h30, Amara était déjà au bureau. Daniel la trouva penchée sur son ordinateur portable, son café intact à côté d'elle. « On dirait que tu as lutté toute la nuit et que tu as perdu », dit-il doucement. Elle leva les yeux. « Je n'ai pas perdu. » Elle tourna l'écran vers lui. « Je crois qu'il détourne de l'argent. » L'expression de Daniel resta impassible. Mais sa mâchoire se crispa. « Montrez-moi. » Elle lui expliqua la scène avec soin. Pas d'accusation. Pas de drame. Juste des preuves. Des contrats fournisseurs systématiquement attribués aux mêmes sociétés écrans. Des frais de maintenance pour des installations fermées. Des retards justifiant des pénalités. Les pénalités versées à des entités étaient liées à Victor par un réseau complexe d'intermédiaires. Daniel se laissa aller en arrière. « Ce n'est pas de la mauvaise gestion, » dit-il. « C'est une mise en scène. » Amara acquiesça. « Si nous l'accusons sans preuve, il nous détruira. Mais si nous suivons ce schéma, nous le démasquons. » Daniel termina. Il expira. « C'est une route dangereuse. » Amara croisa son regard. Garder le silence l'est tout autant. En milieu de matinée, l'équipe d'audit est arrivée. Indépendante. Sans affiliation. Clinique. Ils ont posé des questions. Ils ont pris des copies. L'accès a été demandé.
Victor Mensa a été officiellement informé. Cet après-midi-là, Daniel a reçu un appel d'un numéro inconnu. Il répondit sur haut-parleur. « Tu fais une erreur », dit Victor d'une voix suave. « C'est drôle », répliqua Daniel. « Je pensais la même chose de toi. Tu as laissé tes sentiments obscurcir ton jugement, » poursuivit Victor. « Cette fille a un nom. » Daniel intervint. « Et ce n'est pas elle qui a fait circuler l'argent. » Un silence. Puis, un ton plus doux. « Daniel, nous avons bâti cette entreprise ensemble. » La voix de Daniel se durcit. « Je l'ai conçue. Tu l'as optimisée pour toi. » L'appel s'est terminé sans au revoir. La pression s'est rapidement intensifiée par la suite. Un ancien associé a menacé d'intenter une action en justice. Un fournisseur a soudainement exigé un paiement anticipé. Des rumeurs ont circulé dans la presse. Rien de concret, mais de quoi susciter des interrogations. Un titre annonçait « Adebayo Global ». L'entreprise est confrontée à des troubles internes liés à un remaniement de sa direction. Amara lut l'information sur son téléphone pendant sa pause déjeuner et sentit son cœur se serrer. « Je ne voulais pas que cela devienne public », murmura-t-elle. Daniel acquiesça. La vérité demande rarement la permission. Le conseil convoqua une autre réunion. Cette fois, l'atmosphère était plus tendue. Un membre s'est penché en avant. « On nous dépeint comme instables », ajoutait un autre. « Si cet audit se retourne contre nous, il ne se retournera pas contre nous », lança Amara avant même de pouvoir se retenir. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira profondément. Parce que les chiffres ne paniquent pas. Ce sont les gens qui paniquent. Daniel esquissa un sourire. Mais plus tard dans la journée, le doute s'est installé. Amara a surpris une conversation à voix basse entre deux employés près de l'ascenseur, elle nous entraîne vers le bas. C'était au-dessus de ses forces. Les mots l'ont blessée plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Daniel l'a retrouvée seule dans la salle de conférence C, le regard perdu dans les lumières de la ville. « Tu le regrettes ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant. « Je regrette que faire ce qui est juste donne toujours l'impression d'être seule, » dit-elle. Daniel hocha lentement la tête. Le leadership est une épreuve solitaire. Elle le regarda. « Je ne suis pas un leader, » sourit-il doucement. « Si, tu le es. Tu n'emportais simplement pas le titre auparavant. » Le lendemain, les auditeurs l'ont découvert. Pas toute l'histoire, mais suffisamment. Un lien direct entre Victor Mensa et un fournisseur tiers. Un intérêt financier qui n'avait jamais été déclaré. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était criminel. Un silence de mort s'installa dans la salle à l'annonce des conclusions. Les membres du conseil échangèrent des regards. L'un d'eux finit par prendre la parole. « Il nous faut un avocat. » Daniel était déjà prêt. Le soir venu, le bureau de Victor Mensa était sous scellé. Son accès a été révoqué. Ses comptes ont été gelés le temps de l'enquête. Amara était assise à son bureau, les mains jointes, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas de la satisfaction, ressentait-elle. C'était un poids. Car révéler la vérité ne lui donnait pas l'impression de gagner. Elle avait l'impression d'avoir une responsabilité. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle faisait ses valises pour partir, son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. « Tu crois avoir gagné. Fais attention. » Elle fixa l'écran. Puis elle effaça le message. La peur s'est insinuée. Mais autre chose aussi, la détermination. Elle avait franchi la ligne rouge. Impossible de redevenir invisible. Et quelque part dans la ville, Victor Mensa voyait les murs se refermer sur son monde soigneusement construit. Craquant sous la pression d'une femme qui refusait de détourner le regard, l'histoire avait atteint un point de non-retour. Et le prix de la vérité allait être mis à l'épreuve. Le silence qui suivit le rapport de l'auditeur était plus pesant que n'importe quelle dispute. Daniel Adebayo resta seul dans son bureau longtemps après le coucher du soleil, la ville en contrebas s'illuminant de mille feux. Pour la première fois depuis le début de la crise, l'entreprise n'avait plus à lutter contre les rumeurs. C'était une réalité brutale. Une réalité qu'il savait impitoyable. Dans tout le bâtiment, les lumières s'éteignirent une à une. Les employés sont rentrés chez eux avec des questions sans réponse, un avenir incertain et des craintes contenues. Adebayo Global Logistique n'était plus seulement une entreprise en difficulté financière. C'était une entreprise soumise à un examen moral. Amara ressentait la même chose. Elle attendait à l'arrêt de bus devant l'immeuble, son sac en bandoulière, son téléphone serré dans sa main. Chaque voiture qui passait la faisait sursauter légèrement. Le message de Victor de la veille lui revenait en mémoire. « Fais attention. » Elle se disait que c'était de l'intimidation.
Des paroles en l'air. Mais le moment choisi la troublait. À la maison, sa mère le remarqua immédiatement. « Tu portes quelque chose de lourd », dit-elle doucement tandis qu'Amara posait son sac. Amara hésita, puis s'assit. « Je ne voulais rien changer », murmura-t-elle. « Je ne voulais tout simplement pas ignorer la vérité. » Sa mère acquiesça. « La vérité a cette façon de bouleverser les choses, » dit-elle, même sans qu'on le lui demande. Cette nuit-là, Amara rêva de chiffres qui tombaient comme des colonnes de pluie, faisant s'effondrer les équilibres, bouleversant tout, se réorganisant, jusqu'à ce que plus rien ne lui paraisse familier. Le lendemain matin, la tempête éclata. Les médias s'emparèrent de l'affaire d'audit. Tous les détails n'étaient pas encore confidentiels, mais cela suffisait à se faire une idée. Une enquête interne a été ouverte chez Atabayo Global, l'ancien directeur financier est sous surveillance. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Daniel a convoqué une réunion d'urgence avec la direction. Cette fois, aucun cri n'a retenti. Aucune accusation n'a été portée. C'est tout simplement de l'épuisement. Il faut stabiliser la situation, a déclaré un cadre. Le moral des employés est au plus bas. Et les créanciers ? Demanda un autre. Ils nous surveillent de près. Daniel écouta, puis se tourna vers Amara. Que vois-tu ? Demanda-t-il. Un silence s'installa. Amara prit une inspiration. Je vois deux options, dit-elle lentement. Nous pouvons essayer de contrôler le récit. Ou nous pouvons dire la vérité nous-mêmes. Un murmure parcourut la table. Transparence totale. Quelqu'un ricana. C'est risqué. Le silence l'est aussi, répondit Amara. En ce moment, les gens s'attendent au pire. Si nous ne parlons pas, d'autres parleront pour nous. Daniel acquiesça. Préparez une déclaration, dit-il. Claire et honnête. Sans détour. Après la réunion, Daniel a pris Amara à part. Tu n'es pas obligé d'être le visage de tout ça, dit-il. Je ne te mettrai pas dans cette situation. Elle le regarda. Je ne veux pas me cacher. Il l'observa. Tu es sûre ? Elle acquiesça. Si je disparais maintenant, cela confirmerait toutes les rumeurs. Cet après-midi-là, le communiqué fut publié. Il ne niait pas les erreurs. Cela n'a pas apaisé les tensions. Le gouvernement a reconnu des défaillances internes, annoncé sa coopération avec les autorités et esquissé des réformes immédiates. Les réactions ont été mitigées. Certains ont salué son honnêteté. D'autres ont flairé le danger. Mais une chose était claire. Atabayo Global ne faisait plus semblant. Au sein de l'entreprise, les réactions étaient vives. Certains employés évitaient Amara. D'autres la remercièrent discrètement. Quelques-uns l'arrêtèrent dans les couloirs, à voix basse. Mon père a perdu sa pension à cause de propos comme celui de cet homme. Je suis content que quelqu'un ait enfin pris la parole. Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Un soir, tard, alors qu'Amara s'apprêtait à partir, elle trouva le tiroir de son bureau ouvert. Rien ne manquait. Mais quelqu'un était passé par là. Son cœur s'emballa. Elle se rendit directement au bureau de Daniel. Cela peut paraître paranoïaque, dit-elle. Mais quelqu'un a fouillé dans mes affaires. Le visage de Daniel s'est durci. Tu n'es pas paranoïaque. Il décrocha le téléphone. Sécurité, renforcez la surveillance de son étage et accompagnez-la jusqu'au transport ce soir, protesta Amara. Je ne veux pas de traitement de faveur. Tu ne veux pas être vulnérable, dit Daniel d'un ton ferme. Moi non plus. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture de fonction, Amara regardait par la fenêtre les rues familières qui lui semblaient désormais étrangement lointaines. Sa vie avait basculé plus vite qu'elle ne pouvait le comprendre. De retour au bureau, Daniel reçut un autre appel. Cette fois-ci, c'était un membre du conseil d'administration. Victor propose de coopérer, dit la voix, en échange de clémence. Daniel a fermé les yeux. Et il affirme avoir subi des pressions. Que d'autres personnes étaient impliquées. Daniel expira lentement. Ils disent toujours ça, répondit-il. Mais le doute s'insinua malgré tout. Et si Victor n'était pas seul ? Et si la corruption était plus profonde ? Les jours suivants furent un tourbillon de réunions, d'entretiens et de consultations juridiques. Amara travaillait sans relâche, vérifiant les comptes, documentant tout. On ne murmurait plus son nom. C'était de notoriété publique. La notoriété a entraîné une surveillance accrue. Un journaliste l'a abordée devant l'immeuble un après-midi. « Vous étiez vraiment serveuse ?» demanda la femme. Amara hésita. « Oui, » répondit-elle. « D'une certaine manière, oui. » Le journaliste fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que je sers la vérité, répondit Amara. Dans une autre pièce, maintenant. La citation est devenue virale. Tout comme la réaction négative. Les commentaires en ligne étaient cruels. Elle a juste de la chance. C'est un coup de pub. Elle sera bientôt remplacée. Amara les a lus une fois. Puis elle s'est arrêtée. Un soir, Daniel la trouva assise tranquillement dans la salle de repos, les yeux fixés sur ses mains. « Tu as le droit d'être fatiguée, » dit-il. Elle esquissa un sourire. « Je ne me sens pas fatiguée. Je me sens éveillée. » Comme si, en fermant les yeux, je risquais de rater quelque chose d'important. Daniel acquiesça. C'est le prix à payer pour la bienveillance. L'audit s'élargit. D'autres irrégularités ont été mises au jour. Victor Mensa a été officiellement inculpé. L'avenir de l'entreprise était en jeu, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan éthique. Puis vint l'appel qui changea tout. Daniel se tenait sur le seuil de la salle de conférence C, le visage impassible. « Ils ont gelé l'un de nos comptes les plus importants, » dit-il. Une précaution. Le cœur d'Amara s'est serré. Cela pourrait compromettre les opérations. C'est possible, acquiesça Daniel. À moins que... Il la regarda. À moins que tu aies raison concernant les réserves de prévoyance. Elle cligna des yeux. Ces autorisations sont restreintes. Sur le papier, dit Daniel. Mais vous avez remarqué quelque chose concernant leur classification. L'esprit d'Amara s'emballa. Oui, dit-elle lentement. Si nous pouvons nous reloger légalement, nous pourrions survivre. Daniel acquiesça. C'est ça, dit-il. C'est le moment décisif, dit-il. Amara regarda l'écran, les chiffres qui indiquaient la marche à suivre et le risque qu'elle comportait. Une fois de plus, la vérité exigeait des actes. Et cette fois, l'enjeu était crucial. La pièce semblait plus petite que jamais. La salle de conférence C, jadis lieu de calme et d'espoir prudent, portait désormais le poids d'une épreuve finale. Les réserves de prévoyance s'affichaient à l'écran comme une porte verrouillée. Les chiffres étaient là. Le raisonnement était logique. Mais la légalité restait floue, et c'est dans la marge que les entreprises s'effondraient. Amara, les mains posées sur le dossier d'une chaise, fixait les projections. Daniel était assis en face de sa veste, posé sur la chaise à côté de lui, les manches retroussées. Il avait repris cette habitude. Il ne le faisait que lorsqu'il se préparait à l'impact. Si nous débloquons ces fonds, expliqua lentement Daniel, nous pourrons maintenir les opérations à flot pendant 6 mois. Paix. Contrat. Les ports. Et si nous nous trompons, répondit Amara, tout aussi lentement, nous offrons à nos ennemis l'arme qu'ils attendent. Silence. Le bâtiment bourdonnait autour d'elle. La climatisation, des pas lointains, la ville qui respirait à travers les vitres. Amara ferma les yeux et repensa au règlement. La note de bas de page. La clause que personne ne lit jamais 2 fois. Leurs fonds sont limités pour l'expansion du capital, a-t-elle déclaré. Mais l'expansion implique une stabilisation face aux menaces réglementaires. Daniel se pencha en avant. Et c'est le cas. Oui, dit Amara. Mais nous avons besoin d'une confirmation écrite, pas d'une interprétation. Daniel soupira. Le temps nous manque. Amara ouvrit les yeux. Alors on prend le temps. Elle sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact qu'elle n'avait pas consulté depuis des années. Un nom. Son ancien professeur, Daniel, le reconnut. Qui est-ce? L'homme qui m'a déçu, dit Amara d'une voix douce. Et qui m'a appris la précision. La communication dura plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Puis une voix répondit, plus âgée, fatiguée mais familière. Bonjour monsieur, dit Amara. C'est Amara ou quoi? Un silence. Amara? Comptabilité? Oui. Un autre silence. Un léger sourire se glissa alors dans sa voix. Tu m'as dit un jour que les erreurs ruinent les entreprises. C'est vrai, répondit-il. Et tu as appris. J'ai besoin de ton aide, dit-elle. Pas par faveur. À titre d'avis professionnel. Les documents ont été envoyés par courriel dans l'heure qui a suivi. Les réglementations ont été vérifiées. Interprétation citée. Non-prééminence des opinions. Quand Amara eut fini son explication, la voix de son professeur se fit entendre, stable. Vous avez raison, dit-il. Mais seulement si le conseil d'administration reconnaît l'urgence par écrit. Daniel leva les yeux. Nous pouvons le faire. Le lendemain matin, le conseil d'administration s'est réuni à nouveau. Ils étaient épuisés par le manque de sommeil. Épuisés. Acculés. Daniel présenta le plan. Non pas par bravade,
mais par honnêteté. C'est notre dernière action responsable, a-t-il déclaré. Non pas pour échapper à l'examen, mais pour y survivre. Les questions fusaient. Les objections ne manquaient pas. La peur imprégnait chacune de ses phrases. Puis Amara se leva. Elle ne haussa pas la voix. Elle n'a pas précipité les choses. Si nous n'agissons pas, a-t-elle dit, nous prouvons que la transparence est un mensonge qui affaiblit les entreprises. Si nous agissons, et que nous le faisons correctement, nous démontrons que la vérité a du poids. Un membre du conseil d'administration se laissa aller en arrière. Et si cela échoue, Amara croisa son regard. Alors nous aurons échoué, même en ayant dit la vérité. Je ne m'en cache pas. Le vote était serré. Mais il a été adopté. Les fonds ont été réaffectés avec soin, conformément à la loi, au centime près. Les opérations ont continué. De justesse. Mais ça suffit. Ce n'était pas une célébration, c'était un soulagement. À l'extérieur de la salle de réunion, Daniel, appuyé contre le mur, laissa échapper un bref rire incrédule. « Tu viens encore de nous sauver, » dit-il. Amara secoua la tête. Nous nous sommes sauvés. Les semaines suivantes ont mis cette affirmation à l'épreuve. Les créanciers nous ont assaillis. Les médias ont insisté. Les employés ont attendu. Puis, un événement inattendu s'est produit. Un partenaire important, qui était resté silencieux des semaines auparavant, a pris contact avec nous. Il avait lu la déclaration et suivi l'audit. J'ai suivi la décision du conseil d'administration. Nous maintenons le message. Ce n'est pas parce que vous êtes fort. Parce que vous êtes honnête. D'autres ont suivi. Pas tous. Mais ça suffit. Au sein de l'entreprise, l'ambiance a changé. Les gens ont commencé à s'exprimer davantage. J'ai posé des questions. J'ai envoyé des courriels qui commençaient par « Je me trompe peut-être, mais… » Amara l'a remarqué en premier. Puis Daniel. La culture change, a-t-il dit un soir alors qu'il traversait les bureaux après les heures de travail. Lentement. Mais c'est le cas. Amara acquiesça. La vérité se répand discrètement. Mais le calme fut de courte durée. Un après-midi, la sécurité a interpellé un homme dans le hall, demandant à voir Amara. Daniel a visionné les images avec un mauvais pressentiment. Victor Mensa. Il n'avait pas encore été arrêté. La procédure judiciaire était lente. Mais il s'était présenté en personne. Daniel a demandé aux agents de sécurité de l'escorter jusqu'à une salle de réunion privée. Contre l'avis des autres. Contre son instinct. Victor était assis seul lorsque Daniel entra, les mains soigneusement jointes sur la table. Il paraissait plus maigre, moins serein. Audacieux. Victor dit, esquissant un sourire. Vous vous rencontrez maintenant ? Daniel resta assis. Vous l'avez bien cherché. Victor acquiesça. Je voulais la voir. Le regard de Daniel se durcit. Ça n'arrivera pas. Victor se laissa aller en arrière. Tu sais qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Elle comprend. Exactement, dit Daniel. C'est pour ça que tu es là. Le sourire de Victor s'estompa. J'ai protégé cette entreprise, dit-il. J'ai pris des décisions que vous ne vouliez pas prendre. Tu as pris tes propres décisions, répondit Daniel. Le regard de Victor se porta vers la fenêtre. Tu crois que ça s'arrête avec moi ? Daniel ne dit rien. Victor se leva. Il y en a d'autres. Des discrets. Ils ne se dévoileront pas si facilement. Daniel a tenu bon. Alors il devrait avoir peur. Victor s'arrêta sur le seuil. Fais attention à qui tu fais confiance. Maintenant, dit-il doucement. Les héros connaissent la solitude. Après le départ de Victor, Daniel ressentit un froid persistant. Ce soir-là, Amara pressentit que quelque chose n'allait pas avant même que Daniel n'ait prononcé un mot. Il est venu, admit Daniel. Sa poitrine se serra. Que voulait-il ? Me rappeler que ce n'est pas fini. Amara hocha lentement la tête. Il a raison. Daniel l'observa. Cela te fait peur ? Elle pensa à sa mère. À son frère. À la vie qu'elle aurait presque vécue si elle était restée silencieuse. Oui, répondit-elle sincèrement. Mais ça ne m'arrête pas. Daniel sourit. Dehors, la ville brillait à nouveau. Imparfaite. Implacable. Vivante. Chez Autobio Global, les chiffres ont enfin révélé une réalité conforme à la réalité. Et au cœur de tout cela se trouvait une femme qui, jadis serveuse de café discrète, portait désormais le poids de la conscience de l'entreprise. L'épreuve finale approchait et elle ne se résumerait pas à des chiffres. Le calme fut de courte durée. Il ne dura jamais.
2 semaines après la réaffectation des réserves de prévoyance, la convocation est arrivée discrètement, rédigée dans un langage juridique qui, bien que poli en apparence, sonnait comme un coup de poing à la porte. Audience de contrôle réglementaire. Présence obligatoire. Daniel lut l'avis 2 fois, puis le posa face cachée sur son bureau. Ils avancent plus vite que prévu, dit-il. Amara était assise en face de lui, son carnet ouvert, son stylo prêt à l'emploi, mais immobile. Parce que le bruit se fait de plus en plus fort. L'audit. Le vote du conseil d'administration. Le départ de Victor. La transparence avait attiré l'attention. Et l'attention a suscité l'examen minutieux. On est prêt ? Demanda Daniel. Amara ne répondit pas tout de suite. Elle tourna une page, puis une autre, scrutant son écriture comme si elle cherchait du réconfort dans l'encre. Nous sommes prêts, dit-elle finalement. Pas protégés. Daniel acquiesça. L'honnêteté n'est pas invulnérable. L'audience était prévue vendredi matin. Les jours précédents furent éprouvants. Les avocats ont répété leur plaidoirie. Les dirigeants ont passé en revue le calendrier. Amara a élaboré un récit cohérent. Des numéros alignés sur les notes de bas de page, des précédents annotés, des références citées. Elle dormait peu, mangeait encore moins et ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Jeudi soir, Daniel la trouva encore à son bureau vers minuit. « Rentre chez toi », dit-il doucement. Elle secoua la tête. Une dernière vérification. Daniel tira une chaise. « Asseyez-vous. » Elle s'assit à contre-cœur. « Tu n'es pas seule dans cette situation, » dit-il. « Quoi qu'il arrive demain. » Amara l'observa. « Tu ne regrettes pas de m'avoir fait confiance. » Il sourit. « Je regrette de ne pas avoir fait confiance plus tôt à quelqu'un comme toi. » Le vendredi arriva lourd et gris. Le bâtiment administratif était fait de vieux murs de pierre, de hauts plafonds et de couloirs où le son était inaudible. Une légère odeur de poussière et d'encre y flottait. Daniel entra avec son équipe juridique. Amara suivit, serrant contre elle un dossier qui semblait plus lourd que son contenu. La pièce se remplit lentement. Des responsables. Des observateurs. Quelques journalistes. Non, Victor. La responsable de l'organisme de réglementation, une femme au regard perçant et à la voix claire et assurée, a ouvert la séance. Cet examen porte sur la transparence financière, les contrôles internes et les pratiques de gouvernance d'Adebayo Global Logistique, a-t-elle déclaré. Nous allons maintenant passer aux questions. Elles ont commencé par Daniel, et plus précisément par ses décisions passées. Son contrôle. Sa responsabilité. Il a répondu clairement. Pas d'attitude défensive. Pas d'excuses. Puis, ils se sont penchés sur les chiffres. Amara se leva lorsqu'on le lui demanda. Elle sentit l'assemblée penchée vers elle, non pas physiquement, mais avec une certaine attente. Expliquer la réaffectation des réserves de prévoyance, demanda l'autorité de régulation. Amara prit une inspiration. Elle expliqua la classification d'urgence, le fondement juridique, l'approbation du conseil d'administration et la documentation. Elle parlait lentement, clairement, sans jargon inutile. Lorsqu'on lui posait des questions, elle les accueillait avec plaisir. Lorsqu'on soulevait des doutes, elle y répondait. À un moment donné, un fonctionnaire s'est penché en avant. Pourquoi cela n'a-t-il pas été détecté plus tôt ? Amara ne jeta pas un regard à Daniel. Parce que les systèmes reflètent les priorités, dit-elle. Et pendant longtemps, la clarté n'a pas été une priorité. Le silence se fit dans la pièce. L'audience dura des heures. À la fin, Amara avait la gorge en feu et les mains douloureuses à force de serrer le dossier. Finalement, la responsable a refermé son carnet. « Nous allons examiner tous les documents », a-t-elle déclaré. Une décision sera communiquée. Pas de verdict. Pas de soulagement. Juste l'attente. Dehors, les journalistes affluaient. Daniel protégea instinctivement Amara. « La serveuse a-t-elle vraiment sauvé l'entreprise ?» cria quelqu'un. Amara s'arrêta. Daniel fit demi-tour brusquement. Continuez à marcher. Mais Amara leva la main. Elle fit face aux journalistes. « Je n'ai rien sauvé toute seule », dit-elle calmement. « J'ai refusé d'ignorer ce que j'avais vu. » La vidéo s'est propagée en quelques heures. Ce soir-là, alors qu'Amara rentrait chez elle en bus, son téléphone vibrait sans cesse. Des messages de numéros inconnus, des mots de soutien d'anciens collègues, un simple SMS de son frère. « Au lycée, on parle de toi. Ils ont l'air fiers. » Elle sourit doucement. Chez elle, sa mère la regarda poser son sac en silence. « Tu as rencontré des personnes influentes aujourd'hui, dit-elle.
Ont-ils écouté? Amara acquiesça. Ils ont entendu. Cette nuit-là, Daniel reçut un autre appel. Cette fois, c'était l'autorité de régulation elle-même qui l'avait annoncé. Monsieur Adebayo, expliqua-t-elle, élargissait le champ de l'enquête. Daniel sentit sa poitrine se serrer. À cause de certaines inquiétudes, de tendances observées, répondit-elle, et parce que vos révélations ont soulevé des questions qui dépassent le cadre de votre entreprise. Daniel ferma les yeux. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est nécessaire, dit-elle. Et les choses nécessaires sont rarement confortables. Une fois l'appel terminé, Daniel fixa la fenêtre obscure. La vérité agissait comme toujours. Tirée sur les fils. Quelque part, quelqu'un d'autre serait exposé. Et cela impliquerait de la résistance. Le lendemain matin, Amara arriva au bureau et trouva une enveloppe sur son bureau. Aucune adresse de retour. À l'intérieur, une seule page. Tu aurais dû rester invisible. Ses mains tremblaient. Elle plia le mot et le remit dans l'enveloppe. Elle se rendit ensuite directement au bureau de Daniel. Il le lut une fois, puis le déchira en deux. Ça ne change rien, dit-il. Amara acquiesça. Je sais. Mais plus tard dans la journée, le doute la rattrapa malgré tout. Elle se tenait dans les toilettes, fixant son reflet. La femme qui la regardait n'avait rien d'une héroïne. Elle paraissait fatiguée. Humaine. Est-ce que ça en vaut la peine? Se demanda-t-elle. Puis elle se souvint de la salle de réunion. Le stylo suspendu dans le vide. L'erreur que personne ne voulait voir. Oui, c'en était une. Cet après-midi-là, une première décision est tombée. Non pas une décision définitive, mais une directive. Adebayo Global est autorisé à poursuivre ses activités en attendant un examen final. Daniel expira pour la première fois depuis des jours. Amara s'assit lentement, les genoux flageolants. Il n'était pas en sécurité. Mais il ne cédait pas. La bataille n'était pas terminée. Mais ils avaient tenu bon. Et quelque part, au-delà des murs des bureaux et des audiences, quelque chose de plus important était en train de changer. Car une personne avait refusé de rester invisible. La directive a apporté un soulagement. Mais cela n'a pas ramené la paix. Adebayo Global a pu poursuivre ses activités, certes. Les camions ont continué à circuler. Les ports sont restés ouverts. Les salaires ont été versés à temps. De l'extérieur, l'entreprise semblait de nouveau stable. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante, comme si l'on marchait sur un fil. Daniel l'a d'abord remarqué lors des réunions. Les gens parlaient avec précaution. Trop de prudence. Chaque décision soulevait une question invisible. Cela se retournera-t-il contre nous plus tard? Amara le ressentait, de façon plus subtile. Des courriels envoyés à trop de personnes. Des conversations qui s'interrompaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Des sourires qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. La transparence avait changé la culture. Mais le changement révèle toujours la peur. Un après-midi, Daniel appela Amara dans son bureau et ferma la porte. Le conseil d'administration souhaite vous titulariser, dit-il. Amara cligna des yeux. Tidal? Et la supervision financière de haut niveau? Répondit Daniel. Elle me rendait compte directement, ainsi qu'au conseil d'administration. Elle avait pleine autorité pour examiner les questions et formuler des recommandations. Sa poitrine se serra. C'est énorme, dit-elle. C'est vrai, acquiesça Daniel. Et ça fera de toi une cible encore plus facile. Amara baissa les yeux sur ses mains. Une partie d'elle voulait dire non. Non pas par incapacité, mais parce qu'elle savait ce que coûtait la visibilité. Elle y avait déjà goûté. Aux murmures. Aux menaces. La façon dont certains la regardaient, comme si elle était un problème à résoudre. Pourquoi moi? Demanda-t-elle doucement. Daniel n'hésita pas. Parce que le pouvoir ne vous impressionne pas. Et parce que vous ne confondez pas assurance et justesse. Elle leva les yeux. Et si le conseil d'administration n'apprécie pas ce que je découvre ensuite, Daniel esquissa un sourire. Alors on s'en occupera aussi. Elle acquiesça lentement. D'accord, dit-elle. Mais à une condition. Daniel haussa un sourcil. Nommez-le. J'ai terminé mes études, a dit Amara. Complètement. Pas plus tard. Maintenant. Je ne vais pas continuer à réparer des systèmes que j'ai été obligé d'ignorer. Le sourire de Daniel s'élargit. C'est fait. L'annonce fut diffusée le lendemain. Certains ont applaudi. D'autres ont manifesté leur indignation. Le nom de Victor Mensa a refait surface dans l'actualité la même semaine où des accusations formelles ont été déposées. Fraude.
Manquement aux devoirs fiduciaires. L'affaire dépassait désormais le cadre d'Adebayo Global. À mesure que l'enquête s'étendait, la pression augmentait. Un soir, Amara reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer. Presque. « Bonjour », dit-elle. Silence. Puis une voix basse et prudente. « Vous ne me connaissez pas, mais je sais ce que vous avez découvert. » Son cœur s'est emballé. Qui est à l'appareil? Quelqu'un qui nettoie les dégâts causés par des gens comme Victor depuis des années, répondit la voix. Et quelqu'un qui est épuisé. Amara serra plus fort le téléphone. Que voulez-vous? Demanda-t-elle. Pour vous prévenir, répondit la voix. Il y en a d'autres. Des personnes discrètes. Elles ne vous menaceront pas. Elles vous proposeront leur aide. La communication fut coupée. Amara resta assise là, le téléphone collé à l'oreille, longtemps après la fin de l'appel. Le lendemain matin, l'offre arriva. Un cabinet de conseil a contacté une candidate possédant un vaste réseau, des qualifications impressionnantes et une proposition soigneusement rédigée. Ils ont salué son travail, admiré son courage et proposé d'accompagner Adebayo Global tout au long du processus d'évaluation. Daniel a lu la proposition, puis l'a remise à Amara. « À ton avis, qu'est-ce qu'il a demandé ?» Amara l'examina une première fois, puis une seconde, avant de secouer la tête. « Il s'y intéresse trop, dit-elle, et c'est trop tôt. » Daniel acquiesça. « Mon intuition aussi. » Amara a pointé du doigt une clause. Celle-ci leur donne accès à des données de restructuration interne allant au-delà du nécessaire. Daniel se pencha en arrière. Ainsi, il saurait où appuyer. « Oui, » dit Amara. « Où le cacher ?» Daniel a fermé le dossier. « Nous refusons. » Le refus n'est pas passé inaperçu. Quelques jours plus tard, un problème opérationnel mineur, habituellement réglé discrètement, a été rendu public, un retard de livraison. Rien de grave. Mais la mise en scène était dramatique. Adebayo. Face à la mondialisation, les défis persistent. Malgré les réformes, Amara, après avoir lu l'article, sentit sa mâchoire se crisper. « Ils nous mettent à l'épreuve, » dit-elle. Daniel acquiesça. « Ils veulent nous épuiser. » Ce soir-là, Amara resta tard une fois de plus. Cette fois-ci, elle ne relisait pas d'anciens comptes. Elle concevait quelque chose de nouveau. Un système. Des circuits de signalement clairs. Des alertes automatisées. Vérifications croisées obligatoires. Aucun point de contrôle unique. Daniel se tenait à côté de son écran, observant. « Cela va ralentir les choses, » dit-il. « Oui, » répondit Amara. « Mais cela rendra la manipulation coûteuse. » Il sourit. « Vous êtes en train de transformer l'essence même de cette entreprise. » Elle ne leva pas les yeux. « Je m'en assure. » Les semaines ont passé. L'organisme de réglementation a demandé des documents supplémentaires, puis moins. Le ton a subtilement changé. Moins de suspicion. Plus d'analyse. Un après-midi, Daniel reçut une note interne du comité d'évaluation. Votre coopération a établi une norme. Il l'a transmis à Amara avec un seul mot. Merci. Elle fixa le message plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Ce soir-là, elle était assise avec sa mère sur le petit balcon de leur appartement, à regarder les lumières de la ville s'allumer. On te regarde maintenant, dit doucement sa mère. Ça te fait peur. Amara réfléchit un instant. Oui, admit-elle. Mais cela me rappelle aussi pourquoi j'ai commencé. Sa mère sourit. Alors continue. La réunion du conseil d'administration suivante s'est déroulée différemment. Moins tendue. Plus ouverte. Lors de la présentation du nouveau cadre de supervision par Amara, des questions ont été posées, mais aucune opposition. Un membre du conseil d'administration a acquiescé lentement. Cela nous aurait évité bien des tracas il y a des années. Amara soutint son regard. Cela nous sauvera des années plus tard. Après la réunion, Daniel l'accompagna dans le couloir. Tu te rends compte qu'il a dit que tu ne te contentes plus de redresser une entreprise? Amara le regarda. Qu'est-ce que je redresse? Un exemple, répondit Daniel. Les gens nous observent. Elle a expiré. C'est ce qui me fait le plus peur. Daniel s'arrêta. Pourquoi? Parce que les exemples impliquent des attentes, dit-elle, et j'apprends encore. Daniel sourit doucement. Alors, est-ce que tout le monde mérite d'être suivi? Ce soir-là, Amara ouvrit un courriel confirmant sa réinscription. Les cours allaient bientôt commencer. Elle fixa l'écran, puis laissa échapper un petit rire. Non pas par joie, mais par incrédulité. La jeune fille qui, jadis, pliait un uniforme de matelas dans un vestiaire sombre,
était désormais en train de réinventer les systèmes et de reprendre le travail là où la ville avait interrompu. La tempête n'était pas terminée. Mais pour la première fois, elle semblait avoir une direction. Et Amara avait appris que cette direction était ce qui distinguait le chaos d'un but. Le premier jour de retour en classe lui parut plus étrange que n'importe quelle réunion de conseil d'administration. Amara était assise au milieu d'un amphithéâtre rempli de jeunes. Ordinateur portable, voix basse et agitée. L'air embaumait légèrement la craie et le café. Un instant, elle se sentit déplacée. Plus âgée, plus lourde, avec la responsabilité d'une vie que ses étudiants ne pouvaient pas imaginer. Puis le conférencier entra et commença à parler d'éthique financière. Amara se pencha en avant. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Elle était venue pour terminer. Ses journées prirent un nouveau rythme. Cours du matin. Après-midi chez Atabayo Global. Soirée partagée entre mission et audit. C'était épuisant. Et un ancrage. Au travail, Danielle a remarqué le changement non pas dans ses performances, mais dans sa confiance en elle. Elle remettait plus rapidement en question les hypothèses. Formulation contestée. On a demandé pourquoi un processus existait avant même d'en accepter la nécessité. Un après-midi, lors de l'examen d'un nouveau contrat avec un fournisseur, Amara s'est arrêtée. Cette clause, dit-elle en désignant l'écran, crée une boucle de dépendance. Le responsable des achats fronça les sourcils. C'est la norme. C'est pour ça que c'est dangereux, répondit Amara. Daniel observa la scène avec une satisfaction silencieuse. Le nouveau système de contrôle commença à fonctionner. Des drapeaux sont apparus là où il n'y en avait pas auparavant. Petites incohérences. Décalage de synchronisation. Rien de dramatique, mais suffisant pour régler les problèmes rapidement. Des gens se sont plaints. Cela nous ralentit. On nous surveille de trop près. Amara écouta, puis répondit calmement. La vitesse sans intégrité n'est qu'un effondrement plus rapide. Cela n'a pas plu à tout le monde. Un cadre, exaspéré par le retard d'une proposition, l'a interpellé dans le couloir. « Vous y prenez plaisir, n'est-ce pas » lui a-t-il lancé. En tant que gardienne, Amara soutint son regard. « J'aime dormir la nuit. » Il s'éloigna sans un mot de plus. L'examen final du régulateur s'est déroulé discrètement. Aucune annonce. Aucun titre à la une. Des demandes, tout simplement. Plus de documents. Plus d'explications. Daniel et Amara travaillaient côte à côte tard dans la nuit, tandis que la ville, dehors, restait plongée dans l'obscurité, comme impassible. Un soir, Daniel rompit le silence. « Tu sais, dit-il, quand tout sera fini, les gens diront que j'ai eu de la chance. » Amara lui jeta un coup d'œil. « C'était toi » Daniel réfléchit. « Heureusement que tu as parlé. Heureusement que j'ai écouté. » Amara acquiesça. L'écoute est un article. Tout le monde ne l'a pas. Daniel sourit. « J'apprends encore. » L'audience finale a été plus courte que la première. Moins d'interrogatoires. Plus de confirmations. La responsable de l'organisme de réglementation a parcouru ses notes, puis a levé les yeux. « Nous avons examiné l'audit approfondi », a-t-elle déclaré. « Nous avons analysé les changements de gouvernance. Et nous avons interrogé des employés à différents niveaux hiérarchiques. » Elle marqua une pause. « Adebayo Global a commis de graves erreurs, poursuivit-elle. Mais vous les avez affrontées directement. Sans détour. Sans délai. » Daniel retint son souffle. « Nous clôturons l'enquête », a déclaré l'autorité de régulation. Avec des recommandations, mais sans sanction. La pièce exhala un seul souffle. Un soulagement si soudain envahit Amara qu'elle dut s'agripper au bord de la table. Plus tard, à l'extérieur du bâtiment, Daniel se tourna vers elle. « C'est fini », dit-il doucement. Amara acquiesça. « C'est le cas. » La réaction de la presse fut prudente mais juste. Les autorités de régulation concluent leur enquête sur Atabayo Global City, une transparence rare. Les employés, réunis en petits groupes, consultaient les informations sur leur téléphone. Leurs sourires, d'abord hésitants, devinrent spontanés. Daniel s'est adressé à l'entreprise cet après-midi-là. Il ne s'est pas vanté. Il n'a pas dramatisé. Il a remercié les personnes présentes d'être restées pour poser des questions et s'adapter. Puis, il a fait quelque chose d'inattendu, il a appelé Amara à s'avancer. Cette entreprise a survécu parce qu'une personne sans pouvoir a choisi l'honnêteté, a-t-il déclaré, et parce que nous avons choisi de changer. Des applaudissements ont retenti dans la salle. Amara est restée immobile, mal à l'aise sous tous ces feux, mais fière. Ce soir-là,
Alors que le bâtiment se vidait, Amara était assise seule à son bureau, les yeux rivés sur un message affiché à son écran. « Félicitations pour vos excellents résultats ce semestre, première de la classe. » Elle ferma les yeux. Longtemps, elle se laissa aller à cette sensation. Non pas le triomphe, mais l'accomplissement. La boucle était bouclée. À son arrivée à la maison, son frère a fait irruption. « Ils ont parlé de toi à la radio », a-t-il dit. « Ils ont dit que tu révolutionnais le fonctionnement des entreprises. » Amara rit doucement. « Ils exagèrent. » Sa mère la regardait depuis la cuisine, les yeux brillants. « Tu n'as pas seulement changé une entreprise, » dit-elle. « Tu as changé ce que tu croyais avoir le droit d'être. » Plus tard dans la soirée, Amara était assise près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Elle repensa à l'uniforme de serveuse pliée, au stylo suspendu au-dessus des papiers de faillite, à la décision de parler. Elle comprenait désormais quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. Le plus difficile, lorsqu'on disait la vérité, n'était pas le risque. C'était d'accepter qu'une fois la vérité révélée, on change, et qu'il est impossible de revenir en arrière. Chez Atabayo, les systèmes mondiaux fonctionnaient mieux. Les décisions prenaient plus de temps, mais étaient plus judicieuses. Daniel observait tout cela avec une gratitude silencieuse. « Les gens nous font de nouveau confiance », dit-il à Amara un après-midi. Elle acquiesça. La confiance renaît là où régnait la peur. Il sourit. « Tu parles comme une institutrice. » Elle rit. Peut-être un jour. Pour l'instant, elle avait du travail. Car la vérité n'était pas un instant. C'était une pratique courante. Et cette histoire, loin d'être terminée, était enfin racontée comme il se doit. Le succès fit grand bruit. Non pas le genre bruyant qui suit un scandale, mais le genre subtil et persistant qui accompagne l'attention. Invitations, demandes, éloges qui arrivaient teintés d'attente. Amara le ressentit immédiatement. Sa boîte mail était inondée de courriels provenant d'inconnus. Des invitations à prendre la parole lors de tables rondes. Des propositions de collaboration sur des projets qui semblaient prometteurs, mais qui restaient flous. Des compliments qui se terminaient toujours par une question. Pouvez-vous jeter un œil à ceci? Pouvez-vous approuver cela? Pouvez-vous nous aider à ranger discrètement? Elle refusait la plupart d'entre eux. Poliment, fermement, mais dire non était devenu une véritable corvée. Daniel remarqua sa fatigue lors d'une réunion en fin d'après-midi, lorsqu'elle se frotta les yeux et resta silencieuse plus longtemps que d'habitude. « Tu en portes trop », dit-il une fois la salle vidée. Amara secoua la tête. « Je ne veux pas devenir ce que les gens attendent, mais plutôt ce dont ils ont besoin. » Daniel l'a observé. C'est le risque de se faire remarquer. Elle soupira. « Je n'ai pas pris la parole pour devenir un symbole. » Non, dit Daniel. Tu as pris la parole parce que le silence était pesant. Amara acquiesça, et je ne veux pas perdre ce sentiment. L'épreuve arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Une nouvelle opportunité s'offrit à Daniel, promettant une expansion rapide dans une région voisine. Des contrats importants, le soutien du gouvernement, le genre d'accord susceptible de doubler le chiffre d'affaires d'Adebayo Global en un an. Le conseil d'administration était enthousiaste, peut-être même trop. Cela pourrait complètement changer la donne, a déclaré un membre. Après tout ce que nous avons traversé, c'est un véritable élan. Daniel n'a pas réagi immédiatement. Il regarda Amara. « Que vois-tu » demanda-t-il. Amara examina attentivement les documents, une fois, 2 fois. Puis elle fronça les sourcils. « Il y a de la pression là-dedans » dit-elle lentement, une sorte de précipitation. Un autre membre du conseil fit un geste de la main. « Bien sûr que si. Les opportunités n'attendent pas. » Amara croisa son regard. Les conséquences non plus. Elle a pointé du doigt une clause dissimulée au cœur de la proposition. Cette clause d'indemnisation transfère la responsabilité à long terme des associés vers nous. C'est subtil, mais c'est bien là. Le silence se fit dans la salle. Le même membre du conseil d'administration fronça les sourcils. C'est normal. C'est courant, répondit Amara. Ce n'est pas la même chose, demanda Daniel en se penchant en avant. Que se passe-t-il si nous l'acceptons? Amara inhalait. Croissance à court terme. Exposition à long terme. Exactement le genre de situation qui nous avait déjà menés au bord du précipice. Un silence pesant s'installa. Puis la pression commença. Nous pourrons négocier plus tard. Nous pouvons gérer le risque. Nous ne pouvons pas continuer à avoir peur. Amara écouta, puis prit la parole. Ce n'est pas de la peur, dit-elle. C'est du souvenir. Daniel a fermé le dossier. On ne bouge pas tant que ce n'est pas restructuré,
a-t-il dit. Le vote était partagé. Pour la première fois depuis le début de la crise, Daniel a passé outre la décision du conseil d'administration. La réaction a été immédiate. Un membre a démissionné, un autre a menacé de le faire. Les rumeurs recommencèrent à circuler, présentées cette fois comme une réaction excessive. De la peur déguisée en prudence. Amara en sentit le poids peser sur sa poitrine. Était-elle devenue trop prudente? Trop autoritaire? Ce soir-là, elle était assise seule dans la salle de conférence C, le regard perdu dans le même paysage urbain qu'elle avait contemplé des mois auparavant. Daniel la rejoignit discrètement. « Penses-tu que nous avons fait le mauvais choix ?» demanda-t-elle. Daniel réfléchit attentivement à la question. « Je crois qu'on a posé une question difficile. » Elle acquiesça. « Parfois, je crains que la vérité ne fasse hésiter les gens. » Daniel esquissa un sourire. La vérité n'entrave pas le progrès. L'entreprise a fait le bon choix. La semaine suivante, l'accord a capoté. Non pas à cause d'Atabayo Global, mais parce que les partenaires ont été mis en cause dans une enquête distincte. Des passifs cachés ont été mis au jour. Le soutien du gouvernement a disparu. Le conseil d'administration est resté silencieux. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. Si nous avions signé, acquiesça Daniel, nous serions de nouveau en train de nous justifier. Amara ressentit un soulagement intérieur, non pas un triomphe, mais une forme de reconnaissance. Ce soir-là, Daniel l'appela dans son bureau. « J'y réfléchissais, dit-il, à la succession. » Amara cligna des yeux. « La succession. »« Je ne dirigerai pas cette entreprise éternellement, » poursuivit Daniel. « Et lorsque je me retirerai, je veux que ce soit les systèmes, et non les personnalités, qui prennent les rênes. » Elle acquiesça lentement. « C'est la seule façon pour que ça dure, » sourit Daniel. « Je veux que tu m'aides à le concevoir. » Amara hésita. « Je ne veux pas du pouvoir pour le pouvoir. »« Je sais, » dit Daniel. « C'est pourquoi tu devrais contribuer à le façonner. » Elle a accepté, mais avec des limites. Pas de promotion personnelle, pas de raccourcis, pas de silence là où les questions devaient être posées. Le travail était lent et réfléchi. Ils ont réécrit les politiques, renforcé la supervision et créé des canaux permettant aux jeunes employés de remettre en question les décisions des supérieurs sans crainte. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était solide. Un après-midi, un jeune analyste a interpellé Amara dans le couloir. « Je voulais vous remercier, » dit-il nerveusement. « J'ai relevé une incohérence dans un rapport la semaine dernière. Mon responsable m'a écouté. » Amara sourit. « Bien. » Il hésita. « C'est nouveau. » Elle acquiesça. « Ça ne devrait pas l'être. » Chez elle, sa mère la regardait jongler entre ses études et ses responsabilités avec une fierté discrète. « Tu as l'air fatigué, » lui dit-elle un soir. Amara sourit. « Du bon genre, » renchérit son frère. « Ils utilisent ton histoire à l'école maintenant, » gémit Amara. « Dites-moi qu'ils ont changé mon nom. » Il a ri. « Aucune chance. » Elle secoua la tête, amusée et humble. L'épreuve finale ne se présenta pas comme une crise, mais comme un choix. Une petite entreprise s'était tournée vers Atabayo Global pour obtenir de l'aide. En difficulté, mal gérée, au bord du gouffre. La réponse facile était non. La réponse rentable était l'acquisition. Amara a proposé autre chose. Du soutien. Sans contrôle, a-t-elle précisé. Orientation. Supervision. Temps. Le conseil a résisté. Quel est le rendement? A demandé quelqu'un. Amara a répondu honnêtement. Confiance, stabilité, un secteur plus sain. Daniel observa la salle, puis hocha la tête. On essaie. Des mois plus tard, la petite entreprise s'est stabilisée. Des emplois ont été préservés. Aucun article de presse n'a suivi. Mais l'impact fut bien réel. Un soir, Daniel se tenait de nouveau près d'Amara, à la fenêtre. Il a dit que tout avait commencé par une erreur sur un bout de papier. Amara sourit doucement. Tout a commencé par le choix de quelqu'un de regarder. Daniel acquiesça et choisit d'écouter. Elle contemplait la ville, animée et vibrante de vie. Elle ne se demandait plus si cela en avait valu la peine. Elle le savait, car la véritable mesure du changement n'était pas les applaudissements. C'est ce qui s'est passé quand personne ne regardait. L'anniversaire de l'entreprise est arrivé sans fanfare. Ni banderole, ni champagne, ni discours préparé pour les applaudissements. Daniel Adebayo a insisté pour que l'événement reste restreint. Une simple réunion dans le hall principal. Les employés, côte à côte. Pas de places assignées. Aucune hiérarchie dans la salle, du moins pas visiblement. Amara se tenait au fond,
les mains jointes, observant les gens se saluer. Elle remarqua des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Des rires qui semblaient sincères. Des conversations qui ne s'interrompaient pas lorsque les responsables passaient. Un sentiment d'appartenance partagée, pas vraiment de la fierté, mais du soulagement. Daniel s'avança et s'éclaircit la gorge. Le silence se fit dans la pièce. « Je ne serai pas long, » dit-il, car cette année m'a appris une leçon importante. Les longs discours suscitent généralement peu d'écoute. Un murmure de rires étouffés parcourut l'assistance. « J'ai bâti cette entreprise en croyant que la force venait du contrôle, » poursuivit Daniel. De la rapidité, de la certitude. Il marqua une pause. « Je me suis trompé. » Le silence se fit dans la pièce. « Nous avons failli tout perdre, » dit-il, non pas à cause des marchés, ni à cause de la concurrence, mais parce que nous avons cessé de nous remettre en question. Daniel se tourna légèrement, et son regard croisa celui d'Amara. Et parce qu'une personne a refusé de se taire, nous avons été obligés de regarder à nouveau. Un murmure s'est répandu. Amara a senti une chaleur lui monter à la poitrine. Elle baissa instinctivement les yeux. « Ce n'est pas l'histoire d'un milliardaire sauvé, » dit Daniel. « C'est l'histoire d'une entreprise qui apprend à écouter. » Il recula. Aucun applaudissement ne suivit d'abord. Puis une personne applaudit, puis une autre, jusqu'à ce que la salle s'emplisse d'applaudissements, ni forts, ni explosifs, mais réguliers, profonds. Après la dispersion des invités, Amara sortit prendre l'air. L'air était plus léger. Daniel la rejoignit quelques minutes plus tard, les mains dans les poches. « Tu as survécu à la reconnaissance, » dit-il. Elle esquissa un sourire, à peine perceptible. Ils restèrent silencieux, observant le défilé des voitures devant les grilles de l'immeuble. « Tu penses parfois à quel point tu étais proche de signer ?» demanda doucement Amara. Daniel acquiesça. « Plus souvent que je ne l'avoue. »« Et si tu l'avais fait ?» demanda-t-elle. Il expira. « J'aurais blâmé tout le monde sauf moi. » Elle hocha la tête. « J'ai failli ne rien dire. » Daniel la regarda. « Pourquoi as-tu fait ça ?» se demanda-t-elle longuement. « Parce que je savais ce que c'était que d'être invisible, » répondit-elle. « Et je ne voulais pas que la vérité soit vécue de la même façon. » Les semaines suivantes furent plus calmes, non pas vides, mais simplement stables. Les recommandations finales des autorités de régulation furent mises en œuvre sans résistance. Les audits internes devinrent une pratique courante. Le cadre de supervision qu'Amara a contribué à concevoir a été adopté par tous les départements. Et un événement inattendu s'est produit, d'autres entreprises ont commencé à appeler. Non pas pour masquer les problèmes, mais pour obtenir des conseils. Comment avez-vous rétabli la confiance ? Comment avez-vous changé la culture sans saper le moral ? Daniel les a tous conduits au même endroit, la salle de conférence C. Mais il n'occupait plus la place d'honneur. Amara l'a remarqué. Un après-midi, après une longue réunion avec l'équipe dirigeante d'une autre entreprise, Amara s'attarda. « Tu ne prends plus l'initiative comme avant, » dit-elle. Daniel sourit. Les façades créent des angles morts. Elle rit doucement. À l'école, Amara passa ses examens finaux. Elle n'en a parlé à personne au travail avant de recevoir ses résultats. Mention très bien partout. Elle a longuement contemplé le courriel avant de le transférer à Daniel avec un simple mot, « terminé ». Il répondit quelques secondes plus tard, « fier de toi ». Ce soir-là, sa mère prépara un repas qui emplit l'appartement de chaleur et de souvenirs. « Tu as tourné la page », dit-elle en posant une assiette devant elle. « Mais ne te précipite pas pour ouvrir le suivant. » Amara sourit. « Je ne le ferai pas. » Son frère sourit. « Trop tard. Tu es déjà dans les manuels scolaires, » gémit elle. « S'il vous plaît, ne le faites pas. » Plus tard dans la nuit, Amara était de nouveau assise seule près de la fenêtre. Elle repensait à l'uniforme qu'elle ne portait plus, au stylo qui n'avait jamais touché le papier, à la façon dont tout avait basculé à cause d'une décision qui lui avait paru insignifiante à l'époque. Elle ne se sentait pas héroïque. Elle se sentait humaine. C'était là, réalisa-t-elle, l'essentiel. La dernière réunion du conseil d'administration de l'année s'est terminée plus tôt que prévu. Alors que les participants sortaient, Daniel a interpellé Amara à la porte. « Je me retire au prochain trimestre », a-t-il déclaré. Son cœur rata un battement. Elle prit du recul. Pas un mouvement de recul, précisa-t-il, juste une autre perspective. Il lui tendit un mince dossier. À l'intérieur se trouvait une proposition, non pas un titre, mais une structure, un conseil, une direction tournante et un contrôle indépendant intégré à la gouvernance. « Je veux que vous présidiez la transition, » dit Daniel, « pas que vous dirigiez indéfiniment. Assure-toi juste que le système tienne le coup. »
Amara ferma lentement le dossier. Je le ferai, dit-elle, mais seulement s'il reste plus gros que moi. Daniel sourit. C'est déjà le cas. Sur le chemin du retour, Amara passa devant le café où elle travaillait auparavant. Les fenêtres laissaient filtrer une douce lumière. À l'intérieur, on entendait le cliquetis de la vaisselle. Un instant, elle resta là, non pas avec regret, mais avec gratitude. Elle aussi avait été quelqu'un là-bas, et elle a gardé cette expérience. Le lendemain matin, une jeune employée a envoyé un courriel à toute l'entreprise, avec pour objet « J'ai trouvé une anomalie, quelqu'un peut-il vérifier ?» Sans crainte, sans excuse, juste une question. Amara l'a lu et a souri. La véritable victoire n'était pas la survie, mais le courage devenu une habitude. Quelque part dans la ville, une autre plume planait au-dessus d'une feuille de papier. Et grâce à ce qui avait été construit ici, quelqu'un d'autre prendrait la parole. Et quelqu'un d'autre écouterait. Le matin où Daniel Adebayo a vidé son bureau, le ciel était d'une clarté exceptionnelle. Pas de brume, pas de pluie menaçante, juste un bleu immense et dégagé qui s'étendait sur la ville comme un souffle enfin relâché. Il fit ses bagages lentement, non pas parce qu'il avait beaucoup à emporter, mais parce que chaque objet était chargé de souvenirs. Des récompenses qui ne lui importaient plus, des couvertures de magazines encadrées datant d'une époque où le succès se mesurait en gros titres, une photo de ses parents dont les bords étaient décolorés. Amara se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant en silence. « Tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui, » dit-elle. Daniel sourit, « C'est justement pour ça que je devrais. » Il referma la dernière boîte et jeta un dernier coup d'œil à la pièce. « Pendant longtemps, dit-il, j'ai cru que cette pièce avait fait de moi ce que j'étais. » Amara secoua la tête. « Cela ne faisait que te montrer qui tu pensais devoir être. » Daniel acquiesça. « Et maintenant tu écoutes mieux, dit-elle. » Ils sortirent ensemble. La première réunion du conseil de transition était prévue cet après-midi-là. Pas de grande annonce, pas de caméra. Des gens assis en cercle, leurs ordinateurs portables à la main, les questions ouvertes étaient les bienvenues. Amara prit place, non pas au centre, mais parmi eux. Elle n'ouvrit pas la réunion par un discours. Elle ouvrit la porte après une pause. « Avant de commencer, dit-elle calmement, je tiens à nous rappeler la raison d'être de ce projet. Non pas pour être parfait, non pas pour faire bonne figure, mais pour remarquer ce qui ne va pas et pour en parler. » Les têtes acquiescèrent, certaines avec assurance, d'autres avec prudence. C'était normal. La réunion dura plus longtemps que prévu, non pas à cause de conflits, mais parce que les gens parlèrent vraiment des risques, des pressions, des erreurs qu'ils craignaient d'admettre. Amara écoutait plus qu'elle ne parlait. Et lorsqu'elle prenait la parole, ce n'était pas pour décider, mais pour clarifier. Dehors, dans une entreprise de biotechnologie, les activités se poursuivaient. Les camions circulaient, les ports fonctionnaient, les affaires reprenaient leur cours, sans excès, mais de façon régulière. Les semaines passèrent, l'attention des médias s'estompa comme toujours. De nouveaux scandales remplacèrent les anciens, de nouveaux héros émergèrent. Amara appréciait le calme. Un après-midi, elle retourna au café où elle travaillait autrefois, cette fois-ci en tant que cliente. Le gérant la reconnut immédiatement. « On change tout, » dit-il, mi-sérieux, mi-plaisantant. Maintenant, tout le monde vérifie 2 fois son ticket de caisse. Amara sourit, « C'est bien. » Elle commanda un café et s'assit près de la fenêtre pour regarder la rue. Rien n'avait changé, et pourtant tout avait changé. Elle repensa à l'instant où tout avait commencé. Le plateau entre ses mains, le papier sur la table, le choix de prendre la parole. Elle comprit alors quelque chose, l'erreur ne venait pas des chiffres. L'erreur avait été de croire que le silence était plus sûr. Ce soir-là, Amara reçut un courriel d'un étudiant qu'elle ne connaissait pas. « J'ai vu votre histoire. J'ai pris la parole aujourd'hui. J'avais peur, mais ils m'ont écouté. Merci. » Amara fixa longuement le message. Puis elle répondit, « Ils ont écouté parce que tu as parlé clairement. » Ne t'arrête pas. À la maison, sa mère la regardait en silence taper à l'ordinateur. « Tu es devenue une personne que les gens admirent, » dit sa mère. « Cela te convient-il » Amara réfléchit à la question. « Non, » répondit-elle honnêtement, « mais c'est la vérité. » Sa mère sourit, « Cela suffit. » Quelques mois plus tard, Daniel s'est rendu au bureau, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'invité. Il a assisté à une réunion où de jeunes employés ont contesté une proposition de la direction. Voyez le déroulement du débat. Il a constaté que le système tenait bon. Plus tard, il a trouvé Amara près de la fenêtre. « Tu as construit quelque chose que je n'ai pas pu faire », a-t-il dit. Amara secoua la tête. « J'ai simplement dissipé sa peur. »
Daniel rit doucement. C'est plus difficile que de construire quoi que ce soit. Tandis qu'il partait, Amara retourna à son bureau. Un nouveau rapport l'attendait dessus. Elle l'ouvrit, lut une page, puis une autre. Son front se fronça légèrement. Elle sourit. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce qu'elle savait exactement quoi faire ensuite. Quelque part, quelqu'un dirait, ce n'est probablement rien. Et elle répondrait calmement, clairement, regardons encore. Car le monde n'a pas changé lorsqu'un milliardaire a été sauvé de la faillite. Il a changé lorsqu'une serveuse a prouvé que l'attention, le courage et l'intégrité comptaient plus que les titres. Et cette leçon, discrète, humaine et puissante, allait continuer à se répandre. De table en table. De pièce en pièce. De voix en voix. Pourvu que quelqu'un choisisse de parler. Dans la vie, les plus grands tournants surviennent rarement dans le bruit ou les applaudissements. Ils se produisent discrètement, à travers de petits moments où l'on choisit de se taire ou de parler. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse n'est pas toujours synonyme de douceur et que le courage ne s'exprime pas toujours bruyamment. Parfois, le courage consiste simplement à être attentif quand les autres sont pressés, à poser une question de plus quand tout le monde est fatigué. C'est croire que sa voix compte, même quand le monde prétend le contraire. La bonté n'est pas une question de titre. La vérité n'appartient pas aux puissants. L'espoir n'appartient pas qu'à ceux qui triomphent déjà. Il appartient à quiconque est prêt à s'affirmer avec honnêteté, même lorsque la peur murmure que le silence est plus sûr. Alors, voici une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de remarquer quelque chose d'anormal sans rien dire? Qu'est-ce qui aurait pu changer si vous aviez parlé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes à s'exprimer. Et si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à raconter des histoires qui nous rappellent la force de l'humanité.